Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'électronique. On continue sur la série de vidéos sur le filtrage. Et donc après avoir défini la fonction de transfert, après l'avoir exprimée dans le cas d'un circuit RLC série et vu un certain nombre de ses propriétés et surtout après avoir vu à quoi elle servait et comment à partir de la fonction de transfert on pouvait prédire le signal qu'on rencontrait en sortie d'un filtre ou d'un système linéaire, on va voir ici un dernier petit point très intéressant, c'est la réalisation d'intégrateurs ou de dérivateurs à partir de systèmes linéaires, et cela en s'appuyant sur la notion de fonction de transfert. Donc, on va voir que voilà, les systèmes linéaires, vous allez les utiliser en filtrage, ça va vous permettre par exemple d'isoler certaines composantes fréquentielles d'un signal, par exemple pour le débruiter. Vous allez pouvoir utiliser des systèmes linéaires pour amplifier, mais une autre utilisation des systèmes linéaires, c'est de réaliser le calcul d'une intégrale ou d'une dérivée d'un signal, et on va voir comment. Alors, pour mettre en évidence ce phénomène, on va revenir sur la simulation qu'on a déjà vue du GBF, et donc je la présente ici. Et je me suis mis dans un cas particulier où j'ai mis un signal triangulaire en entrée. Alors vous vous souvenez, on avait dit que quand on mettait un signal triangulaire ou un signal carré en sortie, c'était difficile de prédire... quand on mettait un signal triangulaire ou carré en entrée, c'était difficile de prédire la sortie, et que seuls les signaux sinusoïdaux, finalement, permettaient de prédire plus facilement la sortie, puisque quand on mettait une sinusoïde en entrée d'un système linéaire, on avait une sinusoïde de même fréquence en sortie. Alors que quand on mettait un triangle ou un carré, on n'avait pas forcément quelque chose de toujours évident à comprendre. Toutefois, il y a quelques cas particuliers. Par exemple, ici, j'ai mis un signal triangle en entrée. Et regardez ce que j'ai en sortie, j'ai quelque chose qui ressemble à un signal carré. Alors ça, c'est vrai, par exemple, je me suis mis sur un passo d'ordre 1. C'est pas toujours vrai, hein. Si je m'étais mis sur un passe-bas d'ordre 1, vous voyez, triangle donne triangle. Mais pour un passo d'ordre 1, alors je vais rezoomer un petit peu, triangle donne, semblerait-il, un signal créneau. Alors ça, c'était vrai à une basse fréquence. Est-ce que c'est toujours vrai quand j'augmente la fréquence? Eh bien, regardons, donc j'augmente un petit peu. Triangle ici. Et une sorte de triangle en sortie. Donc c'est pas toujours vrai, mais par contre, en basse fréquence, on remarque que quand on travaille à basse fréquence, pour un filtre passe haut, et que l'on met en entrée un signal triangulaire, eh bien on a en sortie un signal qui est un signal carré. Bon. Si je mets maintenant un créneau en sortie, bon, c'est plus compliqué à interpréter, j'ai des sortes d'impulsions, comme ça, vous voyez, un pic en sortie, puis un pic, bon. Voilà des choses qu'on observe. Alors, essayons maintenant de mettre un signal triangle en entrée. Non, je garde mon créneau, bon là j'ai des pics. Je vais passer maintenant je vais mettre dans un passe-bas. Bon, quand je mets un carré en entrée d'un passe-bas, il semblerait que j'ai toujours un carré. Et augmentons la fréquence fortement, zoomons. Donc hop, je vais zoomer sur quelques périodes ici et sur quelques périodes ici. Et je m'aperçois que le signal de sortie commence à ressembler à un triangle. Alors pas exactement, le problème c'est que là je vais être bloqué à 1 kHz, donc je ne peux pas aller au-dessus, mais on voit que le carré se rapproche d'un triangle. Donc si on résume, quand on a mis un signal triangle en entrée d'un passo à basse fréquence, on avait un carré en sortie, et quand on met un carré en entrée d'un passe-bas à haute fréquence, on a un triangle en sortie. Alors il faut essayer de se demander pourquoi, et on va revenir ici, on va se dire quelle est l'opération mathématique qui est faite quand on passe d'un signal triangle à un signal carré ou d'un signal carré à un signal triangle. Eh bien, regardez un petit peu, quand vous avez un signal triangle, finalement c'est une alternance de pente constante positive, puis une pente, attends, je vais le faire comme ça, une pente constante positive, une pente constante négative, une pente constante positive, une pente constante négative. Donc si on regarde la pente d'un signal triangle au cours du temps, c'est quelque chose de positif constant, puis quelque chose de négatif constant, puis quelque chose de positif constant, puis quelque chose de négatif constant. Autrement dit, la pente d'un signal triangle au cours du temps, c'est une fonction créneau. Et comment relever la pente, ou l'image de la pente d'une fonction? Eh bien, on calcule son nombre dérivé. Le nombre dérivé, ça va vous donner la pente de la tangente au signal, autrement dit, la pente ici de votre triangle. Et donc, quand vous dérivez un signal triangle, vous récupérez la pente, en fait, au cours du temps, et donc vous récupérez bien un signal créneau. Donc, pour passer du triangle au créneau, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a dérivé. Une pente constante qui va donner donc le signal dérivé qui est constant, et ici une pente constante négative, puisque le signal est décroissant, et donc on va la retrouver ici. Et donc à contrario,
si on passe d'un carré à un triangle, cette fois-ci, c'est qu'on intègre. Et on va voir que les filtres passe bas et passe haut, en fait, sous certaines conditions, peuvent jouer le rôle d'intégrateur et de dérivateur. C'est ce qu'on va voir maintenant. Mais avant ça, on va poser quelques définitions d'intégrateur et de dérivateur pur, voir quelles sont les fonctions de transfert associées à ces systèmes, et voir comment on peut les approcher à l'aide de passe haut et de passe bas d'ordre 1. Donc en plus de jouer le rôle de filtrage, par exemple, pour débruiter un signal ou récupérer sa valeur moyenne, le rôle d'amplificateur aussi, les systèmes linéaires peuvent jouer le rôle de dérivateur ou d'intégrateur, c'est ce qu'on va voir. Alors ça servira notamment en automatique, en sciences de l'ingénieur, on peut l'utiliser pour faire des correcteurs proportionnels, intégral dérivé par exemple. Donc ça fait appel à ce genre de système. Et aussi dans le cours sur les oscillateurs, donc on voit en PSI ou qu'on peut étudier en école d'ingénieur, quand on étudie des oscillateurs à relaxation par exemple, ils nécessitent l'utilisation d'un intégrateur. Donc il y a un certain nombre de systèmes électroniques un peu plus avancés qui vont utiliser ces fonctions pour réaliser des fonctions plus grosses, voilà, comme les oscillateurs ou les correcteurs. Donc on va d'abord voir des dérivateurs et intégrateurs purs. Donc on nous donne deux fonctions de transfert, H1 et H2, on nous demande laquelle des deux correspond à un dérivateur, laquelle correspond à un intégrateur. Donc on va séparer les deux. Et puis on se souvient que la fonction de transfert, c'est l'expression en régime sinusoïdal complexe du signal complexe associé à la sortie sur le signal complexe associé à l'entrée. Et donc pour comprendre à quoi correspond une fonction de transfert qui vaut A fois J oméga, on va repasser en domaine temporel en déterminant l'équation différentielle associée. Et donc là on voit tout de suite que S c'est A J oméga E, et si on revient dans le domaine réel, ça fait S qui est égal à A fois dE sur dt. Autrement dit, la sortie, c'est la dérivée de l'entrée multipliée par une constante. Et donc ici, on a bien un système qui a joué le rôle de dérivateur, puisque la sortie est proportionnelle à la dérivée de l'entrée. Donc H1 est associé ici à un comportement dérivateur. H2, de la même manière, S sur E, cette fois-ci B sur J oméga. Et là, on va avoir J oméga S qui est égal à BE. Et donc si on repasse dans le domaine réel pour retrouver l'équation différentielle, on va trouver ds sur dt égale BE. Autrement dit, la dérivée de la sortie est proportionnelle à l'entrée, c'est-à-dire que la sortie est une primitive de l'entrée, à une constante multiplicative près. Et donc on a ici un comportement intégrateur. Donc première chose qu'on va retenir, quand on a dans une fonction de transfert en 1 sur j oméga, c'est un intégrateur. Une fonction de transfert en quelque chose fois j oméga, c'est un dérivateur. Alors, on peut donner le diagramme de Bode en phase et en gain des deux fonctions de transfert précédentes. Donc, par exemple, pour H1 égale AJ oméga, si on s'intéresse dans un premier temps au gain en décibels, eh bien c'est 20 log du module de la fonction de transfert, c'est-à-dire 20 log de A oméga, en supposant que A est une constante positive. Et ça, c'est 20 log de oméga plus 20 log de A, donc ça va être une droite en fait de pente. Hein, vous voyez, vu que log de oméga ça correspond à ce qu'on met en abscisse dans le diagramme de Bode en gain, on va voir ici une droite de pente plus 20 dB par décade. Donc si je trace GdB en fonction de oméga en échelle log, eh bien on a ici voilà, une pente à plus 20 dB par décade. Voilà le diagramme de Bode en gain d'un dérivateur. Et si maintenant on s'intéresse à la phase, il faut à ce moment-là regarder l'argument de H1, et on s'aperçoit qu'en fait l'argument de H1, que j'appelle phi, eh bien c'est pi sur 2, hein, si A est une constante positive, puisque Hj oméga est un imaginaire pur. Donc phi ne dépend pas de oméga ici, donc phi en fonction de oméga en échelle log, c'est une droite constante qui vaut pi sur 2. Donc voici le diagramme de Bode d'un dérivateur, toujours dans la colonne de gauche. Et pour l'intégrateur, eh bien on avait H2 qui valait B sur J oméga, on va prendre B qui est une constante positive également. Le gain en décibels, ça va être 20 log du module de H, donc 20 log de B sur oméga. Autrement dit, moins 20 log de oméga plus 20 log de B. 20 log de B, c'est une constante. Et ici, donc, j'ai encore le log de oméga qui correspond à ce qu'on va placer en abscisse. Et donc là, cette fois-ci, on aperçoit qu'on a une pente de moins 20 décibels par décade. Donc le gain en décibels d'un intégrateur
évolue de cette manière-là. Une droite de pente moins 20 dB par décade. Et pour le diagramme de Bode en phase, phi égale argument de H. Et donc là, c'est argument de B moins argument de J oméga, et ça vaut moins pi sur 2, puisque argument de B est nul si B est un réel positif. Dans ce cas-là, la phase vaut toujours moins pi sur 2. Alors si j'étais un peu vite là sur le diagramme de Bode, n'hésitez pas à revoir toutes les vidéos qu'on a faites sur les diagrammes de Bode pour passe-bande ordre 1, passe-bande ordre 2, passe-bande, etc. Pour bien comprendre la méthode. Mais ici, en fait, on n'a même pas besoin de travailler sur différents domaines de fréquence. Il n'y a pas besoin de se ramener sur oméga plus petit qu'oméga 0, par exemple, pour simplifier l'expression de la fonction de transfert pour trouver l'expression des asymptotes, puisque les fonctions de transfert H1 et H2, qui sont données ici, sont elles-mêmes simples, donc elles permettent de déterminer l'expression du gain en décibels et de la phase sans procéder par des simplifications. Alors, en fait, en pratique, réaliser des dérivateurs, c'est impossible, on n'y arrive pas vraiment. Et réaliser des intégrateurs, on a des systèmes qui permettent de faire des intégrateurs, mais notamment un système à base d'amplificateurs linéaires intégrés, mais il mène vite à un comportement instable, en tout cas une dérive. Alors, ils ne sont pas simples à utiliser pur. L'intégrateur, il n'est pas simple à utiliser pur. On peut l'utiliser quand même dans les montages à relaxation, ça fonctionne quand même puisque on stabilise un peu la dérive, mais malgré tout, retenez que les dérivateurs et intégrateurs purs, ce sont des modèles, et que en pratique, c'est toujours un petit peu plus compliqué que ça, et on a du mal à les fabriquer. Et donc, c'est pas pour autant que le comportement dérivateur et le comportement intégrateur, on ne va pas pouvoir le retrouver, mais sous certaines conditions. Donc, ce que je suis en train d'essayer de vous dire là, c'est qu'on va pouvoir réaliser des intégrateurs et des dérivateurs, mais qui ne seront pas purs, comme ceux qu'on vient de voir, qui seront intégrateurs et dérivateurs sous un certain nombre de conditions, et c'est ce qu'on va voir maintenant. En fait, ils seront approchés, et on va pouvoir montrer qu'un passe-bas ou un passe-haut peut se comporter de manière dérivateur ou intégrateur sous certaines conditions. Donc c'est ce qu'on va voir. Alors juste l'intégrateur, vous verrez des circuits intégrateurs purs, mais vous verrez qu'en TP, les faire fonctionner n'est pas toujours aussi simple, et des fois on rajoute des petites choses pour les stabiliser. Alors, on appelle, donc on va juste résumer ce qu'on a vu, on appelle dérivateur pur tout filtre de fonction de transfert de la forme H1 égale AJ oméga. Ça, c'est la première chose qu'on retient. Et on retient intégrateur pur. On appelle intégrateur pur tout filtre de fonction de transfert H2 égale B sur J oméga. Avec A et B qui sont des réels. Alors, on va travailler maintenant avec des filtres plus habituels. Donc, par exemple, un filtre passe-bas d'ordre 1. Et un filtre passe-bas d'ordre 1, on va prendre une fonction de transfert H qui vaudra H0, son gain statique, sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Donc là, je prends la forme canonique. Et on nous dit, montrer que ce filtre passe-bas, si on l'utilise avec des signaux dont la fréquence est bien supérieure à la fréquence de coupure, alors il constitue un intégrateur. Alors, bon. Alors peut-être qu'on pourrait déjà essayer de le ressentir. Est-ce qu'on se souvient du diagramme de Bode, du passe-bas d'ordre 1, diagramme de Bode en échelle, en gain et en phase. Alors au niveau du gain, on a deux asymptotes qui se coupent à oméga 0. Ici on a 20 log de H0, ici on a une pente à moins 20 dB par décade. Et alors au niveau du gain, au niveau de la phase, pardon, en basse fréquence, H est équivalent à H0 qui est une constante positive, donc on a une phase qui vaut 0. Donc la phase s'exprime en radians. Et moins pi sur 2 pour les hautes fréquences. Donc là, c'est le diagramme asymptotique de Bode. Pour le passe-bas d'ordre 1, ce qu'on a déjà démontré. Et on s'aperçoit que, regardez, alors, le diagramme de Bode réel est très proche des asymptotes si on est loin de la fréquence de coupure. C'est-à-dire que si le diagramme de Bode réel est proche de l'asymptote moins 20 dB par décade, ça veut dire que oméga est très grande devant oméga 0. Mais si je suis si oméga est très grande devant oméga 0, je peux dire que le diagramme de Bode réel est proche de son asymptote. Donc ici, le diagramme de Bode réel, si je suis en oméga supérieur à oméga 0, il est là. Donc si je fais une fréquence très grande devant la fréquence caractéristique du filtre ou fréquence de coupure pour un passe-bas d'ordre 1. Et bien regardez, donc si je suis ici,
à très haute fréquence, donc au moins un facteur 10 au niveau de la pulsation par rapport à la pulsation de coupure. Et bien je m'aperçois que je suis sur une évolution à moins 20 dB par décade pour le gain, et une phase de moins pi sur 2. Et bien ça c'est exactement ce qu'on avait trouvé pour l'intégrateur ici. Vous voyez, phase de moins pi sur 2, évolution à moins 20 dB par décade. Donc on se dit en effet, il pourrait y avoir ici un comportement intégrateur. Et on va le prouver, puisque cette partie du diagramme de Bode est la même que celle d'un intégrateur. On va le prouver ici en se plaçant en oméga est très grand devant oméga 0. On peut écrire un équivalent de H. Au numérateur reste H0, et au dénominateur J oméga sur oméga 0, puisque le terme J oméga sur oméga 0 l'emporte devant 1. Et ça, c'est égal à H0 oméga 0 sur J oméga, et ça c'est bien de la forme B sur J oméga. Donc c'est bien de type intégrateur. Donc quand on utilise un passe-bas, et qu'on met des signaux en entrée de ce passe-bas qui sont de fréquence grande devant la fréquence de coupure, eh bien, le passe-bas se comporte comme un intégrateur. On va voir après. Alors, avant de le démontrer avec la simulation, on va maintenant s'intéresser à fabriquer un dérivateur. Comment fabriquer un dérivateur? Alors, pour fabriquer un dérivateur, il faudrait avoir une fonction de transfert h qui soit de la forme hj oméga. Bon, alors comment faire ça? Alors, peut-être partons d'un... Nous, on connaît par exemple la fonction de voilà, donc hj oméga, on sait par exemple que si on prenait cette fonction de transfert là, alors c'est pas hj oméga, c'est hj oméga sur 1 plus j oméga sur oméga 0, ça nous fait penser à la forme canonique d'un passe haut d'ordre 1. Alors je vais remplacer a par 1 sur oméga 0, puis je vais mettre une constante devant que j'appelle h infini. Ça c'est la forme canonique d'un passe haut d'ordre 1. Et alors, le passe haut d'ordre 1, si on veut qu'il soit de la forme hj oméga, ça veut dire que je ne veux garder que le terme du haut, avec a qui vaudrait h infini sur oméga 0. Il suffirait que ce terme-là soit négligeable devant 1, et donc de se placer à basse fréquence, c'est-à-dire quand oméga est très petit devant oméga 0. En effet, si oméga est très petit devant oméga 0, j'ai h qui est équivalent à h infini, j oméga sur oméga 0, et ça c'est un dérivateur. Donc on est en train de voir qu'un passe haut, donc ça je vais l'écrire, c'est un passe haut, un filtre passe haut d'ordre 1, utilisé à des fréquences basses devant sa fréquence de coupure, donne un dérivateur. Alors on va le vérifier avec le diagramme de Bode. Le diagramme de Bode d'un passe haut d'ordre 1, c'est, alors passe haut, voilà, on va avoir donc une asymptote, ici on va avoir 20 log de h infini. Donc h infini, en fait, c'est le gain dans la bande passante, c'est le gain en haute fréquence ici. Les asymptotes qui se croisent en oméga 0. Ici, j'ai toujours oméga en échelle log. Et là, j'ai une pente de plus 20 dB par décade. Si je regarde maintenant la phase, alors, dans les basses fréquences, on a une phase qui est égale à pi sur 2. Donc la phase, c'est l'argument du module, l'argument de h. Donc il vaut pi sur 2. Et ici, elle descend à 0 dans les hautes fréquences. Voilà, c'est ça. Donc toujours en fonction de oméga en échelle log. Hop. Et si on regarde ce qui se passe quand oméga est très petit devant oméga 0, donc prenons un facteur 10, encore une fois. Regardons ce qui se passe dans cette zone-là. Oméga est très petit devant oméga 0. Bah, vous apercevez que vous avez quelque chose qui a une pente de plus 20 dB par décade. Vous avez quelque chose en gain. Vous avez une phase qui est à plus pi sur 2. Et bien ça, c'est exactement une pente de plus 20 dB par décade et une phase de pi sur 2, c'est le comportement dérivateur. Donc on retrouve bien par une deuxième approche, on l'avait démontré par une approche, on va dire, de calcul d'équivalent, et bien là on le voit par une approche graphique, que si oméga est très petit devant oméga 0, on a un comportement dérivateur. Donc on va pouvoir dériver et intégrer des signaux à partir des passes bas et des passes hauts d'ordre 1, si on choisit bien les fréquences des signaux d'entrée. Alors, on va donc réfléchir à ça, donc revenons sur l'intégrateur. Voilà. Peut-être revenons sur le dérivateur. On a dit que quand on dérivait un signal triangle, on obtenait un signal carré. Donc pour faire ça, il va falloir, si on veut faire un dérivateur, on va utiliser un passe haut, et on va faire en sorte que les fréquences qui sont comprises dans le signal triangle, qui constituent son fondamental et ses harmoniques, soient toutes petites devant oméga 0. Donc il faut que le signal d'entrée soit à très basse fréquence. Alors bien entendu, on pourra pas, comme il y a une infinité d'harmoniques dans le signal triangle, elles ne pourront pas tous être à des fréquences petites devant oméga 0, donc on voit déjà un petit problème, mais si
on va dire qu'il y a suffisamment d'harmoniques du triangle qui sont à une pulsation petite devant oméga 0, on peut supposer que l'influence des harmoniques restantes est négligeable, et donc qu'on ait un bon comportement dérivateur. Donc je recommence. On va prendre un triangle, et on va le mettre à très basse fréquence, de telle sorte que son fondamental et toutes ces harmoniques importantes, on va dire, soient de pulsation très petite devant oméga 0, et donc on devrait le dériver si on le met à l'entrée d'un passo et qu'il est basse fréquence. Eh bien regardons, revenons à ce qu'on avait fait la fois dernière. Donc hop, je mets un triangle en entrée d'un passe haut et je me place à très basse fréquence. Et voilà, on retrouve bien. Alors attendez, je vais dézoomer pour qu'on voit bien le graphique. Voilà, j'ai un triangle. Je zoome un petit peu. Je suis à très basse fréquence en entrée d'un passe haut et on a bien une entrée, une sortie qui ressemble à un rectangle. Donc on a bien un rectangle en sortie du système alors qu'on a mis un triangle en entrée. C'est bien qu'on a dérivé. Alors peut-être maintenant demandons-nous si nous mettions un créneau en entrée du système, il devrait donc être dérivé. Alors on va dézoomer pour revenir au zoom initial. Alors qu'est-ce qui se passe? Regardez sur le signal d'entrée, c'est un créneau. Donc vous voyez, si vous dérivez ici, vous avez quelque chose qui est constant. Donc la dérivée d'une constante c'est 0, ben, on a bien 0 en sortie. Ici là vous avez une discontinuité. Alors pour dériver une discontinuité normalement c'est pas possible, mais si on imagine que c'est une pente vers le bas très importante, vous voyez, ben, c'est comme si on avait une pente négative très importante, et c'est pourquoi en sortie du dérivateur on a cette impulsion vers le bas. Puis on arrive sur une zone où le signal est à nouveau constant, sa dérivée est nulle. Puis ici on va modéliser ça par une croissance très rapide, un signal qui croît très rapidement ici, donc une pente très élevée, et donc quand on dérive, une impulsion positive. Voilà, une pente très grande, puis une pente nulle puisque le signal est constant, une décroissance très rapide vers le bas, qui correspond ici à cette discontinuité vers le bas, etc. Donc quand on dérive un signal créneau, on obtient des impulsions. Vous voyez, c'est cohérent encore avec le comportement dérivateur du filtre passe haut quand on se place à basse fréquence. Alors maintenant, le comportement intégrateur, c'était un passe bas utilisé en haute fréquence. Eh bien, je vais garder un signal carré en entrée et je vais l'intégrer. Je dois donc avoir un signal triangulaire. Mais il faut pour ça que je me passe à très haute fréquence avec un passe bas. Et voyons ce que ça donne. Est-ce que le carré est devenu un triangle? Alors, pas exactement complètement, puisque ma simulation s'arrête ici à 1 kHz. Il faudrait que je puisse aller à 10 kHz pour vraiment voir le triangle apparaître, mais on le devine ici, vous voyez. On a des petites arches en fait d'exponentielle, mais qui vont se resserrer de plus en plus jusqu'à former un triangle. Donc on sent bien quand même que le passe bas utilisé en haute fréquence va tendre vers un triangle. Si j'intègre un triangle maintenant en entrée, eh bien, alors on a l'impression de voir une sinusoïde en sortie, mais si on zoome bien, c'est pas une sinusoïde. Quand vous intégrez une portion de droite de type y égale ax, ou y égale a fois t, puisqu'ici c'est le temps en abscisse. Si vous calculez une primitive, ça va être de la forme at carré sur 2 plus bt, etc. Non, at carré sur 2 plus b, pardon. Et donc, ça va être une allure parabolique, puisqu'on a un polynôme d'ordre 2 quand on intègre une droite croissante. Eh bien, on va avoir en fait une succession ici de paraboles, mais certaines de courbures vers le haut et d'autres de courbures vers le bas, puisqu'on va intégrer successivement des droites croissantes ou des droites décroissantes. Donc ce qui ressemble en fait à une sinusoïde n'en est pas une, c'est en fait une succession de branches de paraboles qui forment cela. Donc encore une fois, on vérifie le caractère intégrateur. Voilà pour cette vidéo sur les dérivateurs et intégrateurs qu'on peut réaliser à partir de filtres, et ça vous pouvez le faire en labo, hein, en séance de TP, vous verrez qu'on arrive à faire des choses tout à fait intéressantes, et à partir de filtres passo et passe bas d'ordre 1.